Les souvenirs que j'ai de la guerre d'Algérie, c'est debout en slip sur une table. C'était des descentes chez mon père, chez mes parents. Bon, moi à l'époque c'était des soldats, hein. Peut-être des gendarmes, je ne sais pas, mais pour moi c'est soldats parce qu'ils étaient lourdement armés. Ils rentraient, puis quand ils rentraient, ça bousculait dans tous les sens. J'entends ma mère et ses sœurs crier. Et puis nous, debout en slip, parce qu'on nous réveille, c'était en pleine nuit. C'est toujours en pleine nuit, hein. Toujours en pleine nuit où on réveille tout le monde et tout le monde est debout, les mains au mur, et nous debout sur une table dans la salle à manger, les mains en l'air. Je sentais que mon père avait quelque chose d'un peu, il avait une espèce de responsabilité. Je le sentais. Tourcoing était messialiste, donc c'était un militant. C'était un militant qui se battait. Puis en plus, je pense que c'est pas anodin si on traversait une fois, 2 fois par mois, si on se baladait entre Tourcoing et la Belgique. Je pense que, bon, je l'ai su après, comme on était, moi et mon frère, on était des jumeaux, donc les premiers jumeaux Tourcoing, dans des poussettes, tous dans des poussettes, et le convoi passait en Belgique, c'est sûrement l'argent des collectes qui passait dans les poussettes. Et puis voilà. Et mon père et mes parents attachaient beaucoup d'importance à ce qu'on soit toujours, je veux dire, toujours beau, bien habillé, propre, bien coiffé. Mon père faisait voir à tout le monde, voilà, voilà, c'est monsieur qui est ici. On a l'impression d'un film de Pagnol presque. Et puis après, une fois qu'on rentrait, lui, il allait au bistrot, rencontrer tous ses potes de Tourcoing, boire le coup au café, puisque mon père, comme tout bon Kabyle, aimait bien boire un verre avec ses potes au bistrot. Et puis la vie était bercée comme ça, entre deux ou trois rafles de temps en temps. On avait le droit à une rafle de soldats ou de gendarmes, je ne sais pas. Bon, enfin, mon père, il disait que c'était ramé. Mais le plus dur, c'est une nuit, je me rappelle, une nuit, on est réveillé en pleine nuit, on dort tous, on est réveillé en pleine nuit, et on ne pose pas de questions, on ne va pas se poser des questions à 6 ans, là j'ai 6 ans, hein. Je suis un peu plus vieux quand même. À 6 ans, on ne se pose pas de questions, et là on nous charge dans les voitures, on nous charge, mes frères, enfin dans une voiture, d'une traction, je me rappelle des vieilles bagnoles, pour moi c'est une traction, hein. Ça aurait pu être une, je ne sais plus quoi, mais pour moi c'est une traction, je me rappelle, c'est avec des grosses ailes sur les côtés. On nous monte dans la traction, et en pleine nuit, on laisse tout. Et on nous dit, je me rappelle ces mots-là, de rien emmener, vite, 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 faut partir, faut partir. Parce que je pense que mon père, d'après ce que j'ai su, c'est que mon père, ils avaient décidé dans le Nord de tuer mon père. Oui, je suis ému parce que je me dis, à cette époque, la vie d'un Algérien ne vaut pas cher. Elle vaut rien du tout. Et c'est douloureux parce que tu quittes une maison, tu quittes tout en une nuit, t'emmènes rien avec toi. T'emmènes rien. On nous revient en pleine nuit, je suis habillé, on part, voilà, c'est tout, stop, on part, on part, tu sais pas où, tu poses des questions, on ne te répond pas. Moi je dis, on va où? On ne répond pas. On dit, il faut partir, on s'en va, c'est tout ce qu'on me dit. Et on arrive à Saint-Denis. Bon, ça change, c'est le nord, mais c'est le nord nord de Paris. Je sais, on est entouré de communistes, c'est les communistes qui nous aident à nous installer, rue de la Ferme, dans les HBM, Habitation Bon Marché, les premiers HM. C'était un luxe à l'époque, puisque Saint-Denis, c'était quand même une ville ouvrière, entourée de bidonvilles. On ne va pas parler de tous les bidonvilles de Saint-Denis, mais il y en a des gros bidonvilles. Tous les copains que j'ai, ils sont tous dans les bidonvilles ou dans les maisons presque insalubres. Et nous, on a la chance d'habiter dans un HLM, enfin, un HLM, un HBM, Habitation Bon Marché, qui viendra à HLM. C'est le premier HBM de Saint-Denis. Et il n'est pas grand, c'est pas grand. Ça nous change de la maison, parce que la maison dans le Nord, elle est grande. On est sur 2 chambres. 2 chambres et une salle à manger qui fait cuisine et salle à manger. Mais on est bien. On est bien parce qu'on est bien entouré. Les gens sont gentils, tout le monde est gentil, c'est un peu, je dirais, habiter la cité, la maison, bon, t'as des voisins, t'as un ou deux voisins, mais habiter une cité, t'as des voisins, t'as plein de gens,
as des enfants, tu as plein de gens, tu as plein de potes, c'est une vie qui est complètement différente. Moi, j'ai trouvé mon compte. Hein. Ma mère, il trouve son compte aussi. Ma mère, il trouve son compte puisque elle sympathise avec des gens. Là, on est en 59. Hein. 59, ça pète dans tous les sens. Ça brûle ça brûle en Algérie. Puis là, tu vis sur deux mondes parallèles. J'ai deux mondes parallèles parce que tu as le monde des gens gentils, ceux qui t'acceptent, et puis tu as ceux qui ne t'acceptent pas. Ceux qui te traitent de raton, qui te traitent de bougnoule, qui te disent t'es un bigot. Tu navigues là-dessus. Tu navigues, donc je suis entre deux. Je suis comme un bateau hein, qui se balade. Un coup je suis bien, un coup je suis mal, un coup je suis bien. Puis il y a des fois je me dis mais pourquoi je suis pas comme tout le monde. Je ne connaissais pas l'Algérie. L'Algérie, j'avais même pas de photo de l'Algérie. Le manuel d'histoire, quand j'allais à l'école, j'avais un bouquin d'histoire. L'Algérie, j'avais un bédouin. Je ne pouvais pas m'identifier à ce personnage avec un chameau. Moi, c'était pas moi. Je me disais, mais mon père, il se bat pour ça. Il travaille comme éboueur, puisque comme il a quitté le Nord, il travaillait dans le textile. Et je me rappelle, il avait des responsabilités dans le Nord. Même s'il ne savait pas lire, il était quand même un peu chef d'équipe, parce qu'il connaissait bien son métier, il connaissait bien son boulot. Donc il était un peu sur les machines, il connaissait bien. Et quand il est arrivé à Saint-Denis, j'ai oublié de le dire, c'est qu'il était au ballet. Et il a pris le boulot le plus bas de l'échelle. Et je le voyais. Moi, je ne le voyais pas balayeur. Hein. Je le voyais. Quand je le voyais dans la rue, j'étais content de le voir. Je le voyais même avec son balai, sa petite carriole. Pour moi, c'est un soldat, mon père. Il se déguise. En fin de compte, ses activités, c'est pas le ballet, ses activités, c'est d'être soldat. Donc, je l'ai dessiné habillé en soldat. Puisque je savais qu'il se battait pour... Puis il parlait d'indépendance, il parlait que de ça, c'était son truc, il parlait... quand il y a des cousins, je me rappelle, des cousins qui venaient de partout, des gens qui venaient, il parlait que de ça, mon père était en boucle là-dessus, hein, tu sais, mon père c'était son truc, et puis, enfin quand je dis c'était son truc, tout d'Algériens je pense, beaucoup d'Algériens, ils avaient cette soif de liberté. Et d'autant qu'il vient à Saint-Denis, il milite encore 10 fois plus. À Saint-Denis, il n'est pas arrivé dans le 16e, hein, il est arrivé à Saint-Denis, Saint-Denis, c'est une ville ouvrière, c'est une ville où ça bataille, c'est une ville communiste. Et là, je vois des communistes à la maison. Parce que les communistes viennent à la maison. J'ai Madame Jeanne, qui est partie, qui est décédée, Jeanne, Madame Payard, on a grandi avec j'ai grandi avec l'ancien maire de Saint-Denis quand même, Madame Payard. Madame Payard qui est militante du PC, c'est les militants du PC. Et ils trouvent que ce que fait mon père, c'est noble. Donc mon père, il n'est pas si... C'est un moment où je me dis, mais il faudrait que mon père il arrête, peut-être qu'on serait plus tranquille, peut-être que s'il ne faisait pas ça, on vivrait comme tout le monde, vivons heureux, vivons cachés. Mais non, et des gens disent que mon père a raison, que c'est lui qui a raison. Et bon, alors mon père, il va militer aussi. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. Et là, alors là c'est pareil, il est mis au... Parce que c'est les harkis, là. C'est-à-dire ? Ah ben les harkis décident de pister mon père. Et ben oui, les harkis, les harkis, c'est la police parallèle. Il y a une police parallèle qui se met en place partout en France et qui surveille les allées et venues des Algériens. À Saint-Denis, mon père, je sais qu'il est passé de messialiste au FLN avec des grosses difficultés. Je me rappelle. Il est dépité, puis il dit voilà, tout ce que j'ai fait dans le Nord, faut le faire autrement. Il a dit aux cousins, il dit voilà, il ne faut plus être messialiste parce qu'on va avoir des gros problèmes. Et c'est le FLN qui... Et mon père devient militant du FLN et collecteur du FLN. Puisqu'il a choisi, à un moment, de toute façon, il a choisi, je ne choisis même plus à ce niveau-là, je ne choisis plus. Il dit c'est le FLN, et mon père devient collecteur du FLN. Alors là, c'est quelque chose. Tous les jours, je suis avec mon père. Je suis mon père comme son ombre. Oui, parce que la tradition voudrait que l'aîné dans la maison soit au courant, soit informé de ce que fait son père. S'il arrive quelque chose à mon père,
C'est dingue. Hein. J'ai 7-8 ans. À 8 ans, s'il arrive quelque chose à mon père, c'est moi qui prends la relève. C'est quand même dingue. Mon père, il dit, c'est toi le responsable, t'es responsable de tes frères, t'es responsable aussi. On te charge de responsabilité. Mais c'est pas sans me déplaire. Hein. Il y a un côté valorisant, je dirais. Puis tu participes avec les grands. Et mon père, il allait souvent à Pleyel rencontrer, parce que c'était là-bas où ils étaient stationnés, les bureaux contingents des Kabyles, c'était à Pleyel, vers la voie de chemin de terre, tu avais des baraquements, ils étaient là. Tu avais aussi des baraquements où il y a le parc de la Courneuve. Et Formosa, c'est portugais, mais souvent les baraquements berbères, c'est plus par là, et à Pleyel. Et mon père, il allait souvent à Pleyel, rencontrer sur le Pleyel. À Pleyel, tu avais aussi des foyers, ce que j'appelle des foyers de résistance, des foyers du FLN qui étaient là. Et là, tu sens qu'ils se trament quelque chose parce qu'ils sont en ébullition. Ils sont en ébullition, je pense qu'ils s'organisent de plus en plus. On va sur Paris. Moi, j'ai le beau rôle. Je sers de guide parce que mon père ne sait pas lire et écrire. Bon, on ne me l'a pas dit, mais c'est moi qui lis des panneaux. Faut aller sur Belleville, il faut aller sur Couronne. Donc, moi, c'est extraordinaire. Je prends le métro, je me balade. Et en fin de compte, je suis le guide de mon père. Et je rencontre des gens, et je les entends parler. J'écoute, même s'ils jouent aux cartes domino, mais en même temps, quand ils jouent aux cartes domino, ils se parlent. Ils donnent des nouvelles du pays, ils donnent des nouvelles, puis ils donnent des nouvelles aussi des nouvelles des poches, entre guillemets, de résistance en France, comment ils s'organisent, voilà, la réunion à quelle date, à telle heure, c'est à tel endroit, et je le vois ça, je l'entends. On va faire à manger à Levallois, donc je me retrouve à Levallois. À Levallois, il n'y a rien à manger là-bas. Levallois, ils sont dans une pièce en train de discuter avec du thé, du café. Ils discutent, ça dure 2-3 heures, puis d'un coup, ils partent chacun dans leur sens. Et mon père se promène avec 3 personnes à Saint-Denis, dont le père d'un copain que je connais bien, Amran, monsieur Amran, qui lui est boxeur, est un monsieur qui est catcheur aussi, est à mon père. Donc c'est quand même... je pense qu'ils ne font pas dans la dentelle tous les 3. C'est les collecteurs du FLN. Ils passent de maison en maison, de partout, pour collecter l'argent du FLN. Ça, je le sais. Je le sais parce que à la maison, je vois sur la table, il y a beaucoup d'argent qui circule, avec des gens qui sont autour, qui comptent et qui repartent. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu es toujours à table, essayer de toucher, prendre une main, file. Mais je me dis, mais ils n'avaient pas peur quand même à l'époque. Mais bon, ils sont à Saint-Denis. Hein. Ils craignent moins que dans le Nord, sûrement. Puisque là, je vois qu'il y a des Français avec eux. Enfin, quand je dis il y a des Français, tu as les Européens qui sont avec eux. Ce que j'appellerais plus tard les porteurs de valises du FLN. Ceux qui se baladent, ni vu ni connu, qui prennent l'argent. Parce que c'est pas mon père qui se promène avec l'argent. Hein. Mon père, il ne peut pas se promener avec l'argent. Donc l'argent, il est là, il le donne à des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Et puis après, on va passer. Il y a le moment le plus douloureux, c'est que mon père, un jour, je suis à la maison, et tu as des gens, des Algériens que je ne connais pas, viennent, et disent à mon père des mots, et je sens, leur ton, il est grave. Et je vois mon père, sa tête qui change, et là, je pense qu'on lui dit qu'il faut qu'il aille à la manif, là, cette fameuse manif. Et mon père part. Ma mère est là, elle attend, et mon père ne rentre pas. Alors c'est là, à la maison, puisque ma mère ne sait pas lire. L'argent, c'est mon père c'est le foyer, c'est lui. Et on est quand même, là, on est 5 enfants. C'est beaucoup. Et ma mère est perdue, complètement perdue, parce que ton mari qui ne rentre pas, on lui dit, mais c'est pas grave, il va peut-être rentrer demain ou après-demain, peut-être que... Et les journées passent et mon père ne rentre pas. Et on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas où il est. Il disparaît complètement de la circulation. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont rappelés en octobre 61,
ceux qui sont raflés en octobre 61 et qui sont fichés sûrement, comme mon père, fichés, bon, ceux-là ne sont pas prêts de rentrer. Hein. Ils sont pas prêts de rentrer. Et une chose extraordinaire, c'est que les gens du quartier se mobilisent pour faire libérer mon père, donc Madame Paillard, tout ça, les anciens maires de Saint-Denis se mobilisent, ils font la tournée des commissariats, ils ne le trouvent pas, il reste un moment, ça fait longtemps, hein. Il reste longtemps au commissariat, enfin au commissariat, je sais, on ne sait pas où il est. Il est à Vincennes, mais on ne le sait pas nous. Il est à Vincennes, et puis il rentre pas, et là ça devient très 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 douloureux pour la famille parce que mon père n'est plus là. On ne sait pas on ne sait pas, alors les supputations, est-ce qu'il est mort, pas mort. Il y a des bruits qui courent comme quoi ils ont chez des gens dans le canal, dans la Seine. Ça reste que des bruits, mais ils vont s'avérer que c'est vrai après. Et on n'a pas de nouvelles de mon père. Et puis ma mère fait la tournée des commissariats avec Madame Paillard. Madame Paillard qui l'accompagne. Et, ils vont de commissariat en commissariat, taper sur Paris. Ils s'épuisent, il n'y a rien. Ma mère fait quand même la manif des femmes. Et mon père ne rentre pas. Et ce qui est à Saint-Denis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les cantinières de l'école Marville, où je vais à l'école, se mobilisent pour nous ramener à manger, parce qu'on n'a rien à manger. Et c'est elle qui ramène les restes des repas, qui restent avec des gamelles pour nous donner à manger le soir, pendant que ma mère est incapable de faire à manger. Ma mère cherche son mari. Et donc ça se mobilise, on reste autour de nous quand même, on nous protège, pour ainsi dire, on nous protège. Et je crois qu'il passe une vingtaine de jours en prison quand même, ce qui est énorme, c'est beaucoup. Et avec un avis d'expulsion pour l'Algérie. S'il expulse mon père, on ne le retrouve plus. Hein. Là, il disparaît, il est mort, parce que moi, c'est les paras qui l'accueillent, c'est fini. Et donc, ce que j'ai su après, c'est qu'ils ont empêché, l'ancien maire de Saint-Denis, Gillot, avec les communistes, ont empêché l'avion de décoller, parce qu'ils ont su dans quel avion il allait ils ont les réseaux à eux, ils ont su que mon père allait décoller dans un avion. Ils ont empêché les avions de décoller à Orly. Mon père faisait partie des gens qui allaient dans l'avion. Donc, demi-tour, retour à Vincennes. Bon, puis je me rappelle, alors le premier qui a vu mon père, c'est dingue, c'est l'impression que je suis marqué par le destin, c'est moi qui vois mon père. Je vois un bonhomme arriver de loin, une espèce de... un clochard, presque un monsieur mal rasé, de loin, je le vois, mais je reconnais, je sais que c'est mon père. Et je cours, je saute dans ses bras, c'était mon père, qui sortait de prison. Alors, mais il avait une tête, les yeux rentrés, il était hagard, tu sais, les gens descendent. Mon père, pour lui, qu'une seule hâte, c'est de se laver parce qu'il pue, quoi. Non, mais moi, je le sens, il se sent mauvais, mais c'est mon père. Pour moi, ils sont bons, mais ils sont mauvais. Mais ils se changent, tout ça et tout. Et puis, ils organisent un grand couscous dehors. Tout le monde est invité. On fait je me rappelle, on fait un grand couscous. Et mon père revient à la vie normale, pour ainsi dire, à la vie normale, mais une force de récupération complètement extraordinaire, parce qu'il repart travailler quand même, parce que la manif, elle est finie, mais et là, on parle avec lui, j'essaie de parler, parce que je suis quand même un peu plus grand, je parle de cette manif, il ne m'en parle pas, il ne veut pas en parler. Il parle de la manif, il dit que c'était violent, que oui, qu'il avait du sang partout, que c'était truc, mais il ne me parle pas de cette manif, il ne me parle pas. En fin de compte, ils l'ont torturé. Ils l'ont torturé. Le seul truc qu'il m'a raconté, c'est qu'il m'a dit, on nous a donné à manger une espèce de bouillabaisse pourrie, bourrée de purges, de médicaments à l'intérieur, pour qu'on ait tous des diarrhées. Et on a vécu dans la merde. Voilà. Et c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je crois que mon père, il a vu sa fierté descendue au plus bas, c'est là-bas. Mais à aucun moment, il a été en colère. C'est ça qui est dingue. C'est que moi, j'aurais été en colère. Moi, j'étais à sa place, j'aurais été en colère. Il n'a jamais été en colère. Il y a des choses qui ont du mal à faire surface,
où j'ai peut-être pas toujours envie d'en parler, tu vois, parce que ça fait partie, peut-être que je suis de la même trempe que mon père, c'est la même histoire, sauf que lui, il a vie, puis moi je suis plus petit, mais, mais je me rappelle des fois des souvenirs qui me reviennent, où bah, je me dis, j'aurais pas dû naître. D'être né. J'aurais pas dû naître sur cette terre parce que j'avais pas. Je trouve que j'avais pas ma place. Parce que tu vis dans un monde qui est injuste. Tu vis dans un monde qui est injuste où tu as beaucoup de douleur, où tu as beaucoup de souffrance. On pourra toujours me dire, mais il y a des plus grandes souffrances que l'histoire de tes parents, que l'histoire de ta mère qui pleure. Mais pour moi, voir ma mère pleurer, hurler, se jeter par terre, c'est une grande souffrance pour un enfant. Euh, euh, Voir mon père traquer, c'est une grande souffrance pour un enfant. Donc il y a des moments quand je m'endormais, je me dis mais pourquoi je suis venu sur Terre non mais je l'ai ressenti plusieurs profondément, hein. Après, en grandissant, bah, tu dis de toute façon, tu es là, faut que tu te battes avec ça. Comme je pourrais dire, tu portes ton poids tu portes ce poids sur tes épaules et t'en fais peut-être une arme pour être un peu plus fort après.